Alors on va essayer de se faire un petit multi-marché aujourd'hui à 48 heures de la fameuse décision de la Fed de cette annonce du 18 septembre. Ça devrait se faire à 14 heures, si je dis pas de bêtises, heure française, où on devrait enfin acter le pivot avec en ce moment énormément de discussions sur si ça va être 0,25, 0,50. Il y en a qui commencent à parler de 0,75% pour cette première baisse de taux. En tout cas, c'est un chiffre qui va avoir toute son importance parce que si jamais c'est quelque chose qui est mal perçu par le marché, ça pourrait avoir des conséquences assez impactantes, on va dire. Pas non plus la descente absolue, mais j'ai la sensation que quand on a un marché crypto qui est assez fébrile depuis ces dernières semaines, c'est un peu finalement peut-être un signal annonciateur de ce qui risque de se passer derrière sur le marché américain. J'espère me tromper, bien entendu, mais voilà, le fait qu'on ait un SP500 qui paraisse si fort juste au moment du pivot, il y a peut-être un peu une dissonance à court terme par rapport à ce que espère le marché et ce que va réellement décider de faire ensuite le marché, les opérateurs, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller autour de mercredi. Je ne vais pas me prononcer sur est-ce qu'il faut mieux avoir 0,25, 0,50, 0,75. Il y a bien assez de commentateurs sur les réseaux sociaux autour de ça. Je pense que la Fed, de par son histoire, fera de son mieux, quoi qu'on en dise. Et après, à voir comment le marché va percevoir s'ils font que 0,25 alors que le marché attendait 0,50 ou plus. Et pareil, si jamais le marché avait anticipé plutôt que 0,25 et qu'on a 0,50, voilà, c'est plutôt est-ce qu'on va être sur l'alignement autour de tout ça ou est-ce qu'il y aura plus de déçus que de personnes dans ce fameux consensus. Au niveau du crypto total, on évolue plus ou moins autour de 2000 milliards. Ça n'a guère bougé ces derniers jours. On fait toujours un peu le yo-yo. Malgré tout, ce que j'observe, moi, à court terme, c'est la volatilité de la BTC Vol et sur 7 jours également, qui continue de reculer. Et le tout avec une Bitcoin dominance qui aujourd'hui est venue chercher 58%. Donc ça commence à vraiment peser pour le coup. On s'en rend très largement compte du côté de nos bons vieux altcoins. Et d'ailleurs, j'avais fait le petit sondage sur Twitter où on voit qu'il y a 35% de personnes qui, à ce jour, sont 100% altcoin et un bon 63%, je crois, de souvenirs de tête qui ont de 0 à 25% de Bitcoin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de participants au marché, et notamment chez les particuliers, espère bien entendu que plus tard on aura une belle alt season. Et c'est vrai que quand on s'intéresse pour la première fois au marché crypto, ou quand bien même ceux qui étaient déjà là en 2020-2021, et a fortiori ceux qui étaient là en 2017, la plupart ont fait des gains importants, il est vrai, sur les altcoins. Le souci, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. Et la plupart du temps, ceux qui se rendent compte suffisamment tôt de comment tourne le marché crypto, ils se rendent compte qu'il faut le convertir dans un actif beaucoup plus dur et moins volatile. Et à ce jour, à ce jeu-là, c'est vrai qu'on a le Bitcoin qui fait office de roi tout-puissant, qui fait office, comme certains le disent, de gold numérique. Je ne suis pas super fan de dire ça, tout comme ceux qui disaient la réserve de valeur. À ce jour, on ne l'a pas trop vu pour le moment, mais c'est vrai que ça représente la résilience au niveau du marché crypto BTC, ce qui fait que pour ceux qui ont plusieurs cycles dans les pattes, et j'ai l'impression les commentaires que vous en avez fait sur Twitter sur ces sondages vont en ce sens, vous avez bien saisi le fait que à partir du moment où vous réalisez des gains qui sont conséquents, et notamment du côté des altcoins, vous allez avoir tendance à vouloir le sécuriser. Alors ça peut être sécurisé si on reste full crypto dans des stablecoins ou dans du Bitcoin, si vraiment vous pensez que derrière le Bitcoin a un avenir radieux, ou bien ça peut être le sécuriser dans toute autre chose. Il y a des personnes qui, à partir du moment où ils ont fait 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, ils sortent l'intégralité et ils vont faire de l'immobilier. Ils amènent la petite famille à l'autre bout du monde, ils font leur projet de vie et voilà. Je veux dire, à ce jour, il n'y a pas de meilleure décision ou de meilleur post-investissement crypto.
Ça dépend de tout à chacun et du chemin de vie, là aussi, que chacun se trace et de ses objectifs. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, c'est clair pour tout le monde, du côté extrêmement volatile et des altcoins et extrêmement, comment qualifier ça? C'est pas un manque de résilience, mais on peut quand même constater quand on regarde les statistiques factuellement qu'on a très très peu d'élus qui traversent le temps. Quand on regarde 2017, 2021 et peut-être là 2025, j'espère comme vous tous qu'on va faire un nouvel ATH, on voit que le top 10 bouge énormément. Alors imaginez tout ce qui se passe sous le top 10, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Donc ce que j'essaie de vous dire là, c'est que oui, ce qu'il faut prendre en considération sur le marché crypto aujourd'hui et plus que jamais, et surtout sur ce cycle, j'ai l'impression, c'est qu'à partir du moment où on réalise des multiples importants du côté des altcoins, ne pas se laisser mourir avec son bag, ne pas conserver pour des années quelque chose sur lequel on a fait une performance énorme, même si on pense que ça peut continuer de performer. Souvent, en tout cas, c'est ce qu'on a pu observer sur la plupart des alts, Ether y compris, c'est le premier, voire le deuxième cycle qui offre le gros du rendement. À partir du moment où on dépasse ce grand filtre de capitalisation, bien entendu que si on arrive à chercher un x5 ou un x10 sur un alt, c'est déjà stratosphérique. Mais on n'a plus le x50, x100 ou je ne sais combien qu'on peut avoir justement sur un actif sur ses débuts. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui sont partisanes de dire qu'ils vont essayer de chercher des actifs sur lesquels justement il n'y a eu aucun cycle pour avoir cette découverte de prix au départ. Et derrière, à partir du moment où, comme on le disait à l'instant, on fait des gains sur les altcoins, il faut savoir le convertir et le sécuriser en quelque chose d'un peu plus safe. Et quand bien même vous pensez que votre alt de prédilection, voilà, on l'a vu sur le cycle précédent, regardons où est Polygon Matic aujourd'hui. Regardons où est Atom Cosmos aujourd'hui, regardons où est Polkadot aujourd'hui, regardons où est Elrond IGLD aujourd'hui. Entre la personne qui aurait sécurisé ses gains, pas sur le top parfait du cycle précédent, mais entre 50% du top à 80% du top, et l'argent tel qu'il est réduit presque au néant là où il est aujourd'hui sur certains alts, voilà, c'est ultra dommage au final de ne pas se préserver comme ça sur un capital qui peut perdre 90, 95, 99% de sa valeur. Alors si vous avez fait, et je vous le souhaite à tous un jour, 10 millions sur un actif et que vous en perdez 8 ou 9, vous revenez pas à zéro, bien entendu, si vous êtes rentré avec 10 000, 20 000 euros ou 50 000 euros pour les plus fortunés d'entre vous. Voilà, vous avez un multiple qui arrive derrière, vous faites 5 millions, 10 millions, ça arrive à excessivement peu de personnes, hein, je préfère le dire. Mais admettons que vous ayez eu voilà, Doge avant tout le monde, Shiba avant tout le monde ou des trucs comme ça. Vous avez eu la baraka, tout va bien, vous avez 10 millions en crypto. Bah derrière, si vous vous laissez complètement reglisser et que vous finissez même à 1 million, vous serez content, par exemple, d'avoir préservé 1 million, mais la différence de frappe sur votre capital une fois le point bas revenu, entre si vous aviez préservé peut-être pas les 10 millions au top, mais ne serait-ce que 5, 6, 7, 8 par rapport à se laisser redescendre à 1, là, je peux vous garantir que ça a un impact sur votre capital global et sur votre psychologie qui est monumental. Et c'est une position dans laquelle il faut essayer, et malheureusement, on passe tous par là, de ne pas se retrouver, bien entendu, je fais des controns avec des millions, mais ça vaut pareil pour 1 000 euros, pour 10 000 euros, pour 100 000 euros. Vous pouvez tout à fait le transposer finalement à votre situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, 2 000 milliards pour le crypto total. Si jamais ça part en cacahuète, on a la zone des 1 600 à 1 500. Donc, finalement, c'est pas très compliqué. Moyenne mobile 200 ici. Toute la zone de travail de décembre 2023 à janvier 2024. On a le RSI qui est sur un support. J'ai pas mis la petite trend d'ici, mais en ce moment, je vois que depuis qu'on l'avait partagé, alors je sais pas si on est les premiers à l'avoir partagé, donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais depuis que j'ai partagé mon chart ce week-end, j'ai vu la même trend qui est partie partout sur les cryptos Twitter.
Donc là aussi, je ne vais pas m'envoyer des fleurs ou je ne sais quoi. Probablement que des gens l'ont vu avant moi. Donc on ne va pas faire des concours de sgeg, bien entendu. Mais voilà, on a une contraction de RSI qui arrive au bout. On a une saisonnalité sur laquelle septembre est dégueulasse en général. Octobre est très bon là aussi en général. Mais on a toujours la problématique président des États-Unis, novembre. Et encore, c'est novembre pour les chiffres, le résultat. Mais je crois que l'intro se fait plutôt début 2025. Là aussi, si je dis toujours pas de bêtises. Donc, on a une période vraiment charnière entre septembre et octobre à novembre, janvier 2025. C'est pour ça que quand je dis que si on fait une sortie haussière de toute cette contraction de prix qui dure depuis 7 mois et on commence tous à en avoir à la casquette, donc on sent sur les réseaux sociaux à la fois un peu le dégoût, le dédain, le côté désespéré, les altes remonteront plus jamais, Ether va finir à zéro, enfin, on voit passer de tout et n'importe quoi en ce moment, donc les personnes qui ont réussi à tenir jusqu'ici, il y en a quand même qui sont vraiment au bout du rouleau. Et d'un autre côté, c'est vrai que le marché crypto, et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi se mettre en tête, quand il se retourne, oui, il se retourne vite et fort, et on l'a vu par le passé, notamment sur la journée du 5 août où on s'est pris généralisé un bon moins de 30%, je crois, au niveau du marché crypto, qui s'est rattrapé très vite dans les jours suivants, mais ça vous donne un peu ce que peut faire le marché crypto. Et d'un autre côté, ça fonctionne exactement pareil à la hausse. À partir du moment où on commence à enquiller des bougies qui sont de plus en plus verticales, que tout le monde se remet à en parler positivement et qu'il y a cet attrait, cet engouement qui revient au niveau des réseaux sociaux, ça met pas longtemps en général, quelques semaines, à vraiment refaire partir cette hype. La question à se poser là en septembre 2024, c'est est-ce qu'on a suffisamment de narratifs encore ou de fusées, de fuel dans la fusée pour faire partir tout ça en direction justement des 100 000 dollars et plus. C'est là où ça coince un peu parce que quand on regarde un peu le mood ambiant, on sent effectivement qu'il y a pas mal de personnes qui sont en mode désespoir, en mode je reste coûte que coûte parce que j'ai déjà trop perdu ou j'ai déjà trop investi pour me sortir aujourd'hui du marché crypto. Donc advienne que pourra, j'ai envie de dire. Mais à partir du moment où on est rendu à ce stade, eh bien voilà, c'est quelque chose d'un peu bancal comme situation, puisque c'est des situations qui ne sont pas totalement décidées, mais parfois subies aussi. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération avec énormément de psychologie, énormément d'humilité, parce que c'est le marché crypto, mais c'est les marchés en général qui nous remettent à notre place quand on commence à se prendre pour un peu plus fort que le voisin. Et c'est aussi quelque chose qu'on a répété souvent sur les lives et sur YouTube, mais vous serez systématiquement, que ce soit au moment où vous achetez ou au moment où vous allez vendre, et vous allez vous faire violence pour vendre en vous posant mille et une questions, en vous disant est-ce que l'actif ne va pas encore faire x2, x3, x5, x10 derrière. C'est exactement ce qui m'est arrivé sur Nvidia. J'ai chopé le bottom parfait en 2022 sur Nvidia. Je vous l'ai donné sur la chaîne. Épaule, tête, épaule inversée. J'ai vendu entre x2,25 et x2,5. Il a poussé x10 ou x15 derrière. Je veux dire, c'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui vous arrivera sur les cryptos, qui vous arrivera sur les actions, qui vous arrivera sur n'importe quel type d'actif à partir du moment où vous venez comme ça pour spéculer et à partir du moment où on prend en considération que oui, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est là où, avec l'expérience autour de ça, et c'est ce que disent à très juste titre les mémoires de spéculateurs ou les trucs vieux de la vieille qu'on peut voir sur bon nombre de bouquins, de laisser courir ses gagnants et de couper relativement tôt ses perdants. Et c'est pour ça que régulièrement, faut se poser à tête refroidie, entre guillemets, pour voir au niveau de l'allocation sur notre portefeuille où nous nous en trouvons et de ne pas laisser, comme je vous disais tout à l'heure, des actifs qui vont rester pendant des mois, des années à moins 99%. On a eu, par exemple, l'exemple parfait ou le contre-exemple, l'exception qui confirme la règle, avec Ada Cardano au dernier cycle, qui a fait moins 99%, qui a rattrapé ces moins 99% et qui derrière a fait je ne sais pas combien de X, mais c'est quelque chose qui arrive excessivement peu souvent. Et là, sur ce cycle en particulier,
Je ne pense pas que des tokens à moins 99,9 vont revoir leur plus 100% et refaire une performance derrière. En tout cas, s'il y en a un ou deux, voilà, ça se comptera sur moins des doigts d'une main. Et ça, j'en suis quasiment persuadé. Après, je peux me tromper, bien entendu. Donc, si jamais ça se gâte, on revient à 1500 milliards, 1005, 1006. Ça correspond à quoi du côté du Bitcoin? Eh bien là aussi, pour ceux qui suivent un peu la quotidienne et les réseaux sociaux, c'est la moyenne mobile 200 qui aujourd'hui se trouve entre 39 et 40 000 dollars. Donc c'est assez simple niveau palier. Le dernier palier pour moi, comme je vous l'avais aussi dit la dernière fois, qui ferait office de démarcation de bear market, ça serait autour des 30 000 dollars ici. 30 000 qui a été énormément travaillé début 2021, le dump estival de 2021 où on pensait qu'on rentrait en bear market, la réciproque qu'on pourrait qualifier de FTX scam avant qu'on se fasse réellement scammer en 2022, le point bas à 15 000, retravaille ici. D'ailleurs, ça avait encore travaillé en mai 2022. Avril 2023 ne passe toujours pas à l'été 2023. Et le gros break en 2 bougies avec du volume, c'est assez petit ici en bas sur Bitstamp, mais quand on fait les volumes agrégés, c'était énorme, où on a la volatilité qui est cassée complètement ici autour de la moyenne mobile 200 à 27 000 dollars. Et en 2 bougies, on passe de 27 000 à 34-35 000, après une période vraiment là aussi d'accalmie qui a duré de mars 2023 à octobre 2023. Donc j'espère vivement qu'on est dans ce type de contraction de prix, d'autant plus que pour l'instant on gravite pas très très loin de l'ancienne ATH. Enfin, petit à petit on descend malgré tout, mais là j'ai la sensation qu'on va en trouver la terminaison de tout ça. Et pour Bitcoin en particulier, on a la moyenne mobile 50 aujourd'hui qui est autour de 54,5,6 et la moyenne mobile 200 en haut dans lequel finalement on va finir de resserrer ce range autour de 62 000,3. Là où ça se gâterait, je pense, c'est si on clôture justement sous 54-55 et a fortiori si on perd les 49, on peut estimer que rapidement on viendrait dégringoler quelque part entre 44 et la zone donnée des 39-40, toujours élargie à 1000-2000 dollars près, bien entendu. Donc ça, c'est pour Bitcoin et le crypto total. Et quand on regarde le crypto total 2, eh bien, on est moins avancé finalement qu'au niveau du BTC et très largement handicapé par Ether, mais pas que, parce que beaucoup de gens sont déçus de Ether et sont vocaux sur les réseaux sociaux et notamment Twitter par rapport à Ether, mais c'est normal, puisque bien entendu aujourd'hui, une majorité de gens ont spéculé sur Ether, ont toujours de l'Ether au même titre que Bitcoin pour du long terme dans leur portefeuille, et c'est ce qui fait que je pense qu'il y a même des gens de 2017-2021 qui se sont dit, à juste titre, lors du dernier bear market, que Ether pourrait largement surperformer Bitcoin. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on est vraiment sur un scénario qui, jusqu'ici, est le scénario du Max Payne pour un bon nombre de participants au marché. Pour ma part, j'ai une répartition qui me permet de ne pas subir complètement ce qui se passe sur Ether tout en subissant un peu. Je fais la même réflexion que vous, en tout cas là où on en est rendu de ce cycle, que j'aurais mieux fait d'avoir une allocation en Bitcoin bien plus grande, mais j'ai quand même eu un coup à la fois de réflexion dans un premier temps, d'avoir un bac de Bitcoin pour bétonner petit à petit mon bag, mon fonds de portefeuille, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose que j'ai construit lors du bear market, en même temps que j'ai acheté des Ethers. Et deuxièmement, j'ai eu un coup de chance du destin ce coup-ci. Souvenez-vous, quand il y a eu le DPEG de USDC, j'ai converti en une fois, alors que ce n'était pas du tout prévu, tout ce que j'avais en USDC en Bitcoin et en Ether. Ce qui fait que j'ai eu 2 bags bien conséquents et qui m'a permis de surfer sur la vague parce que le DPEG USDC, c'était autour de 20 000, peut-être maximum 25 000 sur Bitcoin. Et j'ai surfé toute cette vague jusqu'à 70-75 000. Le souci aujourd'hui, c'est que si j'avais été que sur Bitcoin, j'aurais beaucoup plus performé au final jusqu'ici, tout en ayant un downside sur les baisses qui auraient été amoindries comparativement à un Ether qui, quand on regarde Ether face à Bitcoin, est complètement dans les clous, ou dans les choux plutôt. Donc, 0,04 et même on est passé en dessous 0,038 pour la seconde crypto-monnaie du marché face à BTC. C'est extrêmement baissier. On a le RSI qui essaie petit à petit de se raccrocher aux branches.
mais c'est encore trop tôt. Il va falloir du temps. Est-ce que le temps va nous amener à 0,03, comme certains le disent, à l'étage inférieur, ce qui ferait une baisse là aussi beaucoup plus importante. Après, on peut avoir cette baisse qui se fait si jamais Bitcoin venait à baisser lui-même. C'est ce qu'on a vu au niveau de la Bitcoin dominance. Que Bitcoin monte ou que Bitcoin baisse, on a tendance à avoir toujours, depuis ces derniers trimestres, la Bitcoin dominance qui continue de grimper, peu importe ce que fait Bitcoin. Donc au final, si on gardait un ratio à peu près équilibré dans les hausses et dans les baisses Bitcoin Ether, on continuerait malgré tout d'avoir une dégradation sur Ether BTC tant que la dominance reste extrêmement haute. Ça reste des vases communicants. Voilà, je ne vais pas complexifier une chose qui finalement est assez simple à comprendre. Donc pour le moment, Ether est toujours faiblard. Le souci, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on peut avoir une alt season sans Ether, ou qui du moins critiquent Ether, mais on n'aura pas d'alt season sans Ether, et sans les layers 2 et sans tout ce qu'il y a autour. Ça ne veut pas dire que Ether et les layers 2 ont besoin de lead une alt season ou de reprendre une capitalisation monstre pour ouvrir les portes du Valhalla vers une alt season. Ça veut dire qu'on a besoin que Ether, à minima, il soit plus en train de se faire rouler dessus par le titan, le seigneur BTC. Et voilà, on a besoin de revenir à une certaine neutralité qu'on n'a pas du tout ici quand on voit ce graphique qui est baissier et sur lequel à chaque itération haussière, on se refait enfoncer la tête sous l'eau, exactement comme le ressenti qu'on peut avoir du côté de nos altcoins depuis bon nombre de mois. Et je pense que là aussi, je ne vous en prends rien. Le USDC, USDT dominance qui nous fait un petit rebond à court terme. On voit qu'on travaille autour de la moyenne mobile 200. On est quand même relativement haut en RSI. Est-ce qu'on vient chercher le petit accès pour derrière s'enfoncer post-pivot? Là aussi, ça va dépendre de tous ces facteurs externes, malheureusement, au marché crypto. Hier, on avait un BTC, je crois, qui était autour de 60 000 $ au cours du week-end. Et quand je l'ai vu baisser immédiatement à la réouverture du futur CME, je me suis demandé dans un premier temps si ça avait un rapport avec ce qui s'était passé par rapport à Donald Trump ou de nouveau, j'ai pas du tout suivi, je vous avouerai, ces dernières 24-48 heures. Apparemment, il y a eu un tireur ou voilà, peut-être que je dis des bêtises, mais le gros du truc, en gros, c'était que de nouveau, il y avait eu des coups de feu pas très loin de Donald Trump. Et je me suis demandé si le marché crypto anticipait pas un lundi qui, justement, serait un peu dans le rouge au niveau du marché américain sur, de nouveau, un acte comme ça, sur un potentiel président des États-Unis, ou en tout cas un candidat actuellement. Donc, on a au niveau du marché crypto actuellement, et c'est là la problématique à laquelle on est confronté depuis désormais bien un an, et peut-être ça s'est accéléré depuis l'approbation des ETF, un marché qui est hypersensible et qui est hyper connecté, hyper dynamique. Et à peine il y a quoi que ce soit qui se passe ailleurs, et notamment aux États-Unis, le marché crypto, même si c'est un dimanche en pleine journée, qu'il n'y a aucun opérateur sur les marchés, que cet été on n'avait pas de liquidité, juin, juillet, août, et que voilà, on a de suite une descente qui se fait de façon assez extrême et assez épidermique à chaque fois. Donc c'est pour moi toute la problématique à laquelle va être confronté le marché crypto pendant encore pas mal de temps, jusqu'à ce qu'il trouve ses propres lettres de noblesse et qu'il prouve que ça devient un marché résilient de par lui-même, qu'il sait exister de par lui-même. Et ça, à mon avis, on en a encore, mais pour des lustres et des lustres, d'arriver à ne plus sursauter systématiquement dès qu'il se passe quelque chose, et notamment aux États-Unis. On le voit dès qu'on a les chiffres du chômage, dès qu'on a le FOMC, dès que Jérôme Powell fait une déclaration contre-déclaration derrière. Vraiment, c'est un marché qui est encore trop jeune et trop immature, je pense, pour avoir justement cette possibilité où il se décorrèle totalement du reste. Et en plus, ce qui est frustrant, c'est que ça nous amène à des décorrélations où au final, on avait le marché US qui continuait de pousser dans le vert ces derniers temps, et le Bitcoin qui n'arrêtait pas de corriger à chaque fois. On a un énorme retard par rapport au marché US, et c'est ce qui me fait douter finalement de ce qui va se passer au niveau justement du SP500, du Nasdaq, etc. C'est est-ce que le marché américain ne s'est pas trop longtemps menti à lui-même, n'est pas allé chercher l'excès sur une année électorale,
n'a pas auto-alimenté, notamment peut-être via le yen carry trade, la bulle de l'IA. Et là maintenant, post-pivot, si les statistiques vont dans le sens du passé, de ce qui est déjà arrivé 90% du temps, on risque effectivement d'avoir un marché américain qui prendra une petite claque. Et la petite claque, c'est ce qu'on nomme vulgairement le soft landing, c'est-à-dire voilà, -5, -10, circuler, il n'y a rien à voir, voilà, plus ou moins la bougie du 5 août. Derrière, qu'est-ce qui peut se gripper au niveau de l'économie? Ben, c'est tous les chiffres qu'on a vus la dernière fois, notamment la consommation. Et petit à petit, on a moins de croissance, les ménages qui commencent à tirer la langue, tout qui coûte plus cher. Et malgré le fait que l'inflation soit en train de reculer justement vers la target des 2% qu'ils avaient, on a un peu cet effet qui se coule qui vient à retardement au niveau du ralentissement de l'économie. Alors que là, quand on regarde le SP500, ça y est, on est plus fort que jamais, tout se passe bien, ça reculera jamais, la récession, ça n'existe que pour les faibles. Et malheureusement, ben, ce n'est pas un mot à jeter complètement aux chiottes immédiatement ou en l'air, la récession, parce que les États-Unis en ont connu, et pas qu'un peu au travers de leurs histoires ou même des dernières 50 ou 100 années. Donc c'est quelque chose vraiment à ne pas mettre de côté parce que justement ça nous arrange de voir que le côté positif des choses. C'est une période où on a, j'allais dire un 50-50, mais je pense pas qu'on est sur ces ordres de, d'égalité. Mais je pense qu'il y a quand même une possibilité, 20-30%, peut-être, allez, 15-25, d'avoir aujourd'hui une récession aux États-Unis si jamais on avait un marché qui est déçu de la direction que prend la Fed. Si jamais la Fed pivote et prend trop de temps à baisser les taux, ou peut-être que les taux ne sont pas baissés justement sur une récurrence trimestrielle, ce qui devrait être le cas là, peu importe que ça soit 0,25 ou plus. Mais voilà, ça va être des chiffres qui vont avoir leur importance. Et moi, la question que je me pose quand je vois la faiblesse des actifs à risque tels que les cryptos aujourd'hui, c'est que fait l'argent? Où est l'argent? Quand est-ce que revient le risque? Ça peut revenir d'un seul coup. Comme je vous le disais tout à l'heure, le shift mental peut se faire assez vite dans le marché crypto. Et quelque part, quand on regarde ce coup-ci le verre à moitié plein, oui, on a la liquidité qui est en train de se détendre, de revenir sur les marchés. Et normalement, si la saisonnalité est respectée, à cheval entre le troisième et quatrième trimestre de fin d'année et jusqu'au printemps 2025, on devrait être dans quelque chose de très favorable, mais sous couvert de ces deux, j'allais dire problématiques, mais ce n'est pas vraiment des problématiques. Président des États-Unis, bien entendu que si c'est Kamala Harris, ben peut-être que ça sera un peu moins beau pour la crypto ou les marchés que c'est ce qu'est aujourd'hui. Après, je ne sais pas si en soi l'élection de Donald Trump va complètement rassurer les marchés non plus. Donc, moi, j'aurais tendance actuellement à dire pour notre analyse crypto et pour notre analyse des marchés en règle générale, ils font suffisamment bien le boulot au quotidien et en amont d'anticipation pour que ça soit inclus au prix aujourd'hui, le scénario Trump-Harris, et peu importe l'outcome. Et quand je regarde un peu les newsletters, notamment, enfin voilà, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai accès à des newsletters qui sont relativement haut niveau par rapport à des sphères institutionnelles ou des trucs comme ça. Là aussi, ce n'est pas pour me vanter, mais j'essaie de vous régurgiter un peu tout ce que j'arrive à emmagasiner ailleurs, que ça soit des trucs gratuits, des trucs payants ou des trucs voilà, il faut déjà atteindre certaines sphères pour commencer à avoir ce genre d'informations. Il y a pas mal d'endroits où, en gros, pour eux, aujourd'hui, au niveau du pricing, c'est quelque chose où c'est un peu un nothing burger, le nouveau président des États-Unis. Donc, là aussi, je ne sais pas, je ne suis pas devin, je ne sais pas si ça va avoir un impact ou quoi que ce soit, mais du son de cloche à peu près commun en ce moment, c'est quelque chose qui n'est pas énormément pris pour quelque chose de dramatique si jamais c'est pas Donald Trump ou voilà. Donc on va partir du principe que ça ne sera pas forcément donc le président des États-Unis qui aura
un impact colossal sur les marchés. Après, c'est sûr que c'est des décisions qui peuvent paraître anodines sur le papier, mais qui, si on a un président pro-crypto, ne serait-ce que de signer un paplard pour dire voilà, les entreprises des États-Unis, tant que vous avez du Bitcoin dans votre bilan, vous avez tel avantage ou telle défiscalisation, ou vous paierez des impôts par rapport à tel truc dans tant d'années, d'essayer de les mettre un petit peu bien au niveau de l'industrie, ça peut rassurer et ça peut avoir ce côté un peu plus d'attrait d'un point de vue des institutionnels. Donc j'essaie voilà, de faire cette gymnastique mentale avec vous. Je sais qu'il y en a qui seront d'accord, d'autres pas d'accord, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, le président des États-Unis, Donald Trump, ils sauront à quoi s'attendre. C'est plutôt quelle sera la surprise qu'offrira Kamala Harris ou peut-être pas, puisque là aussi, ça vient un peu de la même prolongation que le gouvernement actuel. Et je rentrerai bien entendu pas dans la politique. Le gold qui nous fait quasi 2600 $ l'once, donc ça continue, malgré tout on est très haut. Le RSI ne fait pas lui un nouveau point haut. Les volumes, bon, c'est des volumes qui sont dans l'air du temps, mais c'est pas non plus complètement déglingué. Donc ça aussi, c'est peut-être annonciateur que les marchés redoutent quelque chose, je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir des conflits qui vont s'intensifier, des choses dans ce style? En tout cas, pour l'instant, on en est là. Le DXY, le dollar américain, qui continue de surfer sur sa moyenne mobile 200, mais qui est baissier depuis bien 2 mois. Donc, est-ce qu'on va faire un double creux qui est en train de se dessiner au niveau du RSI, juste sur la moyenne mobile 200 pour relancer la machine, chose qui irait pas dans notre sens, mais qui, quelque part, va un peu à l'encontre du pivot de la Fed, qui est censé avoir l'effet inverse. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on regarde les tableaux statistiques, historiquement, ça met une bonne année à se tasser autour de cette période qu'on qualifie de récession quand vraiment c'est hard et qu'on qualifie de landing en douceur, pas façon Ryanair du coup, pour ceux qui ont la référence au niveau de l'atterrissage de l'économie post-période voilà, un peu plus restrictive de la politique de la Fed des États-Unis. Le MSCI World de Amundi, 518, donc on a 2 points ici qui étaient divergents baissiers, mais c'était aussi retranscrit au niveau du RSI. Les personnes qui auraient acheté le point bas de août ici, 474, combien ça vous aurait fait depuis? Hop, je regarde parce que même pour moi, je trouve ça intéressant. Je sais même plus où sont mes mes mesures. Non, c'est là, intervalle de prix. Donc bon, le gars qui aurait eu la mèche parfaite par rapport à aujourd'hui, il aurait récupéré une dizaine de pourcents. Ce qui fait que quand on sait que le MSCI World imprime depuis pas mal de dizaines d'années, justement 10% par an, eh bien voilà, entre le 5 août et aujourd'hui mi-septembre, vous auriez déjà réalisé votre performance annuelle. Là aussi, si jamais ça se gâte, pour vous donner un peu de perspective sur ce qui peut arriver au niveau d'un ETF, la personne qui achète aujourd'hui à 518 $ le Amundi MSCI World, si jamais c'est un soft landing, on peut revenir un peu autour de la bougie de la dernière fois, 7% à quasiment 10%. Si jamais c'est un hard landing, c'est moins 14, moins 15%. Et si jamais on a une récession, moyenne mobile 200, train de long terme, 20, 25%. Ce qui fait que quand on regarde un peu ce qui s'était passé, notamment au moment du Covid, alors peut-être que c'est un mauvais exemple parce qu'on a fait un web bottom, etc. Mais il faut regarder à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça serait quelque chose qui serait intéressant d'ailleurs de regarder sur toutes les itérations qu'on a eues depuis les années, allez, disons entre les années 30 et 50 ou 70, si on veut quelque chose de plus récent, de voir à chaque fois combien de temps ça a pris pour récupérer comme ça 70 ou 80% de la baisse. Ce que je veux dire ici, c'est que ça met en perspective les personnes qui défendent l'investissement qui s'appelle le lump sum, c'est-à-dire d'investir en une seule fois. Et en gros, j'essaie de me placer à la place de la personne qui aujourd'hui a envie de mettre 1000 balles. Il a, allez, 10 000 euros, il avait 10 000 euros en surplus de son économie de précaution, parce que là aussi, je ne vais pas vous refaire la pyramide, mais en gros, toujours
3 à 6 mois de côté de revenus sur le livret A ou peu importe où vous voulez. On appelle ça l'épargne de précaution. Et une fois que tout est carré, que vous n'avez pas de problème si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe dans votre vie, voilà, admettons que vous avez vos petits 10 000 balles et que vous rentriez aujourd'hui en une seule fois à 518. Eh bien, en faisant ce que je viens de faire, vous pouvez plus ou moins commencer à anticiper si jamais ça se passait vraiment pas bien. Et le vraiment pas bien, bah, moins 25, je vais quand même vous mesurer le moment du crack Covid pour vous montrer que c'est pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins. On était à moins 35% au moment du crack Covid, quand la planète entière s'est foutue à l'arrêt et que tout le monde pensait que c'était la fin du monde, enfin bref, que tout le monde allait mourir, etc. Donc ça, pour moi, c'est même pas récession, c'est un crack qui aurait pu vraiment aller plus bas, beaucoup plus bas, si jamais l'économie ne s'était pas montrée résiliente et si surtout derrière, on n'avait pas eu la sortie des différentes banques centrales qui ont dit vous inquiétez pas, on sort la planche à billets immédiatement. Donc on aurait pu prendre un moins 50% ou quelque chose vraiment de très très dramatique. Aujourd'hui, si on s'en réfère justement à quelque chose de moins dramatique, après bien entendu, si on a un crack à la 1929, tout peut arriver, mais je pense pas qu'on en soit rendu là dans l'économie moderne telle qu'elle est aujourd'hui. Après, bon, les doomistes diront tout peut arriver. Je suis tout à fait d'accord avec eux que tout peut arriver, mais pas avec le fait qu'on va s'effondrer. C'est là où est la petite nuance. Toujours est-il, ça vous donne un ordre d'idée de ce à quoi vous pouvez potentiellement vous exposer. Ce qui nous intéresse derrière, et là aussi je prends le crack Covid pour exemple, mais qui est un mauvais exemple, c'est que en à peu près 2 mois, on a récupéré à peu près 35%, 33, 34%. Ici, on était en mars 2020, on a récupéré le même prix sur lequel on était juste avant le gros dump, autour de janvier 2021, donc un an. Et quand on regarde le fameux tableau, et c'est là où je voulais en venir pour ma conclusion de tout ça, des récessions, ou du moins de ce que on conduit les différents pivots depuis les années 70, je crois que c'était le dernier tableau que je vous ai partagé. En moyenne, parfois ça prend 1, 2, 3 mois, parfois ça prend 17, 18 mois. Donc en moyenne, on avait 12 à 13 mois pour récupérer un marché qui ait retrouvé ses petits par rapport au niveau où il se trouvait avant qu'on rentre dans le dur par rapport à ce fameux pivot de la Fed. Ce qui veut dire que quand bien même on prendrait moins 25% par rapport aux 10 000 euros qu'on a investis aujourd'hui en lump sum sur un indice, et je précise bien sur un indice, sur un ETF, puisque ça peut ne pas du tout fonctionner sur une action, sur des cryptos ou peu importe, eh bien, la personne va récupérer potentiellement cette baisse qui aura été une baisse trop grande par rapport à l'amplitude qu'on fait d'habitude. Il faut vérifier le bêta, l'écart de volatilité type en plus et en moins sur un an, 5 ans, 10 ans. Mais en gros, quand on a une envolée sur quelques semaines ou quelques mois qui dépasse la courbe nominale de hausse sur 10 ans, on sait qu'on est en excès. Et pareil, si on se prend une récession à moins 25%, on sait qu'on est très largement en excès baissier. Ce qui fait que derrière, le cours va rebondir beaucoup plus vite que ce qu'il le ferait s'il était dans une trend de non-récupération ou de non-recovery, tel qu'on l'a vu aussi au niveau du Bitcoin sur ses points bas. Donc là où je veux en venir, c'est que oui, le gars qui aujourd'hui risque ses 10 000 balles sur le MSCI World en rentrant en une seule fois, et c'est ce que défendent là aussi bon nombre de gérants de fonds et de banques privées et de personnes tout à fait au sujet qui ont fait ça pendant des dizaines d'années. Il y a pas mal de gens qui ont démontré qu'au travers du temps, et là aussi je ne sais pas si ça s'appliquera encore pendant 10 ans, 20 ans, Inch'Allah, ça continuera de faire ce que ça a toujours fait. Le fait de ne pas être exposé au marché peut vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher en soi, et je parle bien là d'indice, que de ne pas être exposé. Et en gros, c'est quelque chose, ça aussi, qui avait été d'ailleurs poussé il n'y a pas très longtemps sur Finari. Je l'avais déjà lu sur des bouquins, mais voilà, c'était probablement 6 mois, 9 mois en arrière, dans une émission avec Mounir. Il démontrait que en fonction des journées les plus haussières du SP500, du Nasdaq, etc., si on loupe 1, 2, 3 journées par an, des meilleures journées,
on loupe 20, 30, 50% de performance au fur et à mesure en fait qu'on loupe des journées qui sont les meilleures journées de l'année. On loupe quasiment la moitié, voire ensuite ça s'accélère énormément de la performance annualisée de l'indice, de l'ETF. Donc vraiment, il faut faire très attention avec ça. D'un autre côté, quand on a justement les 10 000 balles à allouer au marché traditionnel ou au marché crypto ou peu importe, on n'a pas forcément envie de les rentrer en une seule fois. Mais c'est vrai que quand on observe depuis quelques dizaines d'années, effectivement, les marchés, il y a plutôt cet aspect où il vaut mieux y rester exposé, en tout cas si on a une vision de très long terme, comme ça peut être le cas sur Bitcoin, sur les cryptos, pas forcément sur les alts comme on l'a vu en début d'émission, et sur les indices ou sur les actions de type Apple, Tesla, Amazon, Google, les fameuses 7 magnifiques. En théorie, les personnes qui ont investi il y a 10, 20 ans, ils sont plutôt contents aujourd'hui. Est-ce que dans 10 ans de plus, les super 7 seront toujours les mêmes qu'on connaît aujourd'hui? Soit on prend le risque d'investir en nominatif sur une ou des super 7, ou bien on vient chercher effectivement un ETF SP500, un ETF monde qui va être auto-nettoyant, qui si un jour, je ne sais pas, pour X ou Y raison, Tim Cook se pète la gueule après Steve Jobs et Apple périclite parce qu'il y a une mauvaise gestion, eh bien, Apple sortira du SP500, Apple sortira du CW8 et il y en aura un nouveau qui sera mis à sa place, qui aura la même croissance, la même frénésie, la même hype. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis moi-même, et c'est la discussion que j'ai eue plusieurs fois sur les quotidiennes, en train de me poser la question de pourquoi on se fait chier en fait en termes d'investisseurs à aller chercher justement du stop picking ou aller sur les mêmes coins ou sur les altcoins du top 5000, etc. Quand une fois qu'on a un petit peu de capital, c'est pour ça que je distingue bien la personne pour qui c'est le premier cycle qui n'a pas de capital. Je comprends qu'on aille sur les biotech, sur les trucs un peu exotiques crypto ou sur les trucs où vraiment on va chercher l'excès de volatilité pour essayer de faire grossir un peu cette boule de neige. Mais à partir du moment où vous avez quelque chose à préserver et votre capital, c'est votre vie sur les marchés, clairement, ça, autour de 5, 8, 10% annualisés, les ETF, ça fait totalement le café. Et je vous passe le couplet des intérêts composés. Vous faites le calcul sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Inutile de vous dire qu'après, vraiment, c'est assez extraordinaire. Bien entendu, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que les 10-20 ans à venir nous prouveront le contraire. Mais en tout cas, jusqu'ici, c'est quelque chose qui a plutôt pas mal fonctionné. Donc là aussi, plutôt que de vouloir réinventer la roue, je pense qu'il y a quand même quelques leçons à en tirer. J'essaie de regarder. Ah, on a été rejoint par Manu. Ben, voilà. J'ai fait un blog de 45 minutes. C'était pas mal. Ouais, désolé, j'étais au téléphone avec Jérôme, c'est pour ça que je suis un peu en retard. C'était une blague. Ah, c'était donc toi. Bon, j'espère que tu lui as dit de ne pas déconner avec les taux. Bah, je lui ai dit 1%, il a dit c'est un peu beaucoup, on n'a jamais fait, on ne sait pas trop. Je lui ai dit 0,75, il m'a dit bon Manu, t'abuses un peu. 0,5 alors, 0,5 il a dit je sais pas, faut que j'appelle le mec de BlackRock, mais il m'a dit 0,25, c'est dans le domaine du possible. Donc voilà. Donc au final, on va pas être déçu. Ça va arriver a priori. Et t'en penses quoi du coup? Je suis parti complètement en live, c'est le cas de le dire. Je suis parti des cryptos pour atterrir aux ETF. Une fois que tu as du capital, justement, tout à l'heure, je disais, il y a des gens qui ont fait 1 million, 5 millions, 10 millions et que tu as vraiment envie de les préserver, que c'est vraiment ton assurance vie pour toute ta vie, tu vois, et potentiellement pour ta famille, tes enfants plus tard, etc. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup, justement, cette histoire d'ETF et de rentrer en une seule fois? Est-ce que tu as eu les mêmes sons de cloche que moi, que ça coûte plus cher de ne pas être exposé, justement, au marché en général et sur les indices, plutôt que d'essayer de timer le marché? Après, c'est toujours la même chose. Je pense qu'on a quand même des cyclicités de marché, donc c'est toujours intéressant de rentrer sur des dips. Alors, on ne peut pas savoir si, je t'ai entendu parler de crash Covid, etc. Donc, ces Black Swan-là qui font des moins 25, des moins 30, c'est toujours intéressant effectivement de les acheter, même si c'est les plus durs à acheter au bout du compte. On le voit aussi sur les cryptos, quand on fait des moins 30,
il n'y a pas toujours grand monde pour acheter. Par contre, rentrer fort, moi j'ai toujours été plus partisan, on a toujours parlé beaucoup de DCA. Moi j'ai toujours été partisan d'un DCA dit agressif, c'est-à-dire avec des points d'entrée, pas forcément sur des moins 5, des moins 10, mais des points d'entrée sur des moins 20, des moins 30 ces dernières années, que je trouvais plus intéressant que de mettre tous les mois à la même date ou des choses comme ça. Vraiment découper un petit peu découper un peu son capital pour rentrer, j'ai envie de dire. Mais quand on rentre, peut-être rentrer en 2, 3, 4 fois. Et donc, bon, bah, au final, on est plus vite exposé. On perd effectivement aussi un petit peu moins de temps. Le seul problème que ça peut poser, et on le voit un peu en ce moment, et c'est un peu le son de cloche que j'ai l'impression quand je parle un peu avec les gens, c'est que tu vois, quand on a eu des baisses comme celle qu'on vient d'avoir là il n'y a pas longtemps, et qu'on est déjà bien exposé, au bout du compte, on n'a plus vraiment grand-chose à rentrer. Je crois qu'on en parlait tous les deux la semaine dernière. Ouais. Et que on en parlait justement, je crois, en live. Et en fait, le truc, c'est ça. Et ça, c'est un petit peu stressant. C'est au final, quand tu es exposé, tu es exposé. Il faut juste pas s'être trompé dans la cyclicité enfin, dans le cycle, de l'endroit dans lequel on est dans le cycle. Parce que effectivement, le pire, c'est de se retrouver exposé. Et si là, on imagine que tu vois, bah, je vois que tu as fait une ABCD et que ta D, bah, elle n'est pas là-haut, mais elle est en bas. Bah, là, tout de suite, c'est compliqué. Et donc, si c'est de l'argent dont tu as besoin, c'est d'autant plus compliqué. Si tu ne peux pas attendre 1, 2, 3 ans pour retomber sur tes pattes, c'est pas ouf. Mais donc, ça ne me choque pas de faire de l'agressif, de faire des rentrées agressives. C'est plus vraiment… tu parles de timer le marché. Alors, je ne pense pas timer le marché disons, en micro-gestion, mais plus avec des macros. Tu vois, quand on était fin 2022, début 2023, on sentait qu'on était quand même au bout et que même si on n'était pas au bout, tu vois, quand on avait, pour faire simple, un Ether à 1000 balles, on savait qu'on risquait de faire aller même un divisé par 2 qui nous envoyait à 500, même si on n'y croyait pas. Mais de l'autre côté, le upside, il était beaucoup plus important. Donc, je pense en fait, en regardant ces ratios-là, on sait à peu près où se situer et choisir à ce moment-là si c'est le bon moment de rentrer ou pas et de rentrer par palier, mais peut-être plus voilà. Moi, ma technique, c'est plus agressive, plus agressif à certains moments précis, quoi. Ouais. Donc, voilà, je sais pas si je réponds. Ouais, ben, Et après, tu as répondu etc. à moitié, mais c'était la partie que je trouve aussi intéressante. Admettons, tu as ultra make it, tu veux sortir du marché crypto en préservant tes petits, tout en ayant un rendement annualisé qui n'est pas dégueu, 5-8%. Est-ce que tu penses justement que tu mettrais tout d'un seul coup comme ça sur un ETF si on te dit, OK, bah, c'est le truc qui, sur 10 ans, va te rapporter 5-8%. Bah, après, ça dépend vraiment de la situation. Tu vois, là, sur les années, sur les deux années qu'on vient de passer, la plupart des gens, il y en avait peut-être qui étaient sur les actions, mais la plupart des gens qui avaient un vrai capital et qui voulaient le faire bosser sans risque, en finale, ils étaient sur les obligations, ils prennent du 5%, roulaient toutes les 2 semaines, et franchement, tranquille et mille, hein. Il n'y avait pas besoin de se faire plus peur que ça. Tu pouvais rouler ta dette toutes les 2 semaines, hein. Même toutes les semaines, si tu voulais, tu avais quand même des rendements à 5%. Je pense que là, c'était quand même easy. Donc, c'était pour moi le play le plus simple et le plus safe à faire. Après, quand est-ce que tu décides de réallouer ton capital vers de l'action, vers, je sais pas moi, des métaux ou de l'immobilier, ça dépend effectivement de ce que tu as. Et je pense que c'est dans une quête de diversification de ton portefeuille avec différents time frames, court terme, moyen terme, long terme, et tu t'en sors plus ou moins facilement, j'ai envie de dire. Est-ce que maintenant c'est le moment de réallouer au marché actions et crypto? Bah, nous on est dedans, donc on va dire qu'on attend que ça parte. Il y en a qui attendront, tu vois, je vois ta droite de tendance, peut-être qu'il y en a qui attendront que l'ATH précédent soit vraiment brisé pour rentrer. Il y en a qui attendront que, je sais pas moi, de briser ta trendline là où il y a ton D. Pour être sûr, ça dépend en fait de ton appétence au risque. Yes. Salut Stan Garl. Hello.
Yes, salut tout le monde. C'est, je crois, la deuxième fois ou quoi que tu rejoins le live, donc c'est cool. J'avais mis le lien pour rejoindre sur la CM Family. Je sais pas si du coup tu as suivi depuis tout à l'heure, si tu voulais dire un petit mot par rapport à tout ça, d'avoir justement un avis externe qu'on n'a pas d'habitude, ça serait cool. Avec plaisir. Et d'ailleurs, merci pour l'invitation, CM. Et en fait, ce que je voulais, je voulais rebondir un peu sur sur l'évolution des taux d'intérêt de la Fed. Personnellement, ma manière d'opérer, c'est que je regarde tout ce qui se passe sur Polymarket. Ou en gros, Polymarket, c'est un marché prédictif sur la blockchain où on peut prédire un peu tout et n'importe quoi. Et ouais, il y a en gros, ce qu'on peut constater là-bas, c'est que tu as 99% de gens qui pensent qui pensent qu'il y aura une baisse des taux de la Fed. On ne sait pas précisément combien, mais le marché est quasiment convaincu qu'à la fin du mois de septembre, ça va arriver. Et ouais, en fait, si tu veux, les marchés prédictifs comme ça, c'est vachement utile en tant qu'agrégateur d'infos parce que des fois, il y a beaucoup d'infos importantes ou non auxquelles on n'est pas forcément au courant. Et le fait de regrouper tout ça sur Polymarket, c'est vachement intéressant à observer. Et du coup, t'en conclurais quoi là par rapport à tout le monde qui discute 0,25, 0,50, je vois du 0,75 passer maintenant. Est-ce que tu penses que la Fed, ils vont être un peu crispés justement sur cette première hausse de la façon dont ça va être interprété par le marché? Bah là, c'est vraiment compliqué parce que autant en 2020 on avait l'argent magique au cas où la machine était enrayée. Là, on l'a plus du tout. Et ouais, si tu veux, c'est surtout les marchés actions qu'il faut regarder parce que les actions, qu'on le veuille ou non, les cryptos, l'évolution du marché crypto est très corrélée au marché actions et en fait, ouais, si tu veux, ouais, si les actions repartent, il y a de bonnes chances que chez la crypto ça reparte aussi. Et après, voilà, je pense que là c'est encore trop tôt pour le savoir. Faut d'abord attendre que la baisse passe et puis voir comment les marchés réagissent, s'adapter en fonction de ça. Ouais. Et concernant le président des États-Unis, tu penses que c'est déjà pris en compte? Moi, j'ai eu pas mal de sons de cloche, et notamment sur des institutions financières qui disent que globalement, eux, ils s'attendent pas à un méga carnaval autour de tout ça. Donc, c'est vrai que bon, c'est probablement déjà très largement, enfin, c'est pas une info qui va sortir du chapeau. Après, c'est sûr que si les marchés pensent que c'était Trump et que c'est pas Trump, ça peut un peu jaser, mais je pense que c'est plutôt la Fed, à court terme, qui a le vrai destin entre ses mains. Ouais, c'est assez d'accord avec ça. Ouais, Ok. c'est pas gagné encore. Et puis, il faut que Trump il survive aux tentatives d'attentat pour devenir président, quand même, enfin Ah bah oui, en d'assassinat. plus. Ça commence à être compliqué. Mais est-ce que la bourse et tout a peur d'une politique des républicains plus que des démocrates, etc. Ouais, pas sûr. Après, en ce qui nous concerne au niveau des cryptos, nous on a déjà parlé la semaine dernière, mais il y a quand même une opposition bien tranchée entre les deux. Et donc pour nous, on a plus d'intérêt, entre guillemets, visiblement, j'ai envie de dire, de ce qu'on en voit en tout cas, à avoir Trump comme président sans rentrer dans de la politique internationale ou interne aux États-Unis. En tout cas, tu parlais de Polymarket, je viens d'aller voir, et sur Polymarket, on est à 49,49. Donc précisément 49,5 pour Kamala et 49,4 pour Donald. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc rien n'est joué, quoi. Au coude à coude, donc rien n'est joué. Rien n'est joué, et donc on va voir un peu comment ces élections vont se dérouler, mais ça s'annonce quand même très serré. Et ce serait bien que dans l'absolu, ce soit pas trop serré. Tu vois, d'un côté ou de l'autre, ce serait bien quand même que ce soit assez tranché, d'avoir un président qui soit élu chez eux d'une manière, entre guillemets, assez tranchée. Donc, disons, 1% d'écart entre les deux.
parce que on a déjà vu aux élections d'avant, il y avait des soupçons de fraude, de choses comme ça, choses qui sont quand même beaucoup plus compliquées à expliquer quand il y a une vraie différence entre les deux. Donc ça aurait été peut-être un peu plus simple, parce que ce qui serait en soi pas cool, et ça pour les marchés, ce serait qu'après l'élection, en fait, il y ait une sorte de flottement, parce que justement, il y a un doute sur la véracité sur l'élection, justement, et des choses comme ça. Et ça, par contre, ça peut créer quand même des turbulences sur les marchés, parce que ça créerait de l'indécision, et ça peut être plus ou moins inquiétant. Et puis la dernière fois, on a vu que c'était déjà pas super bien passé juste après l'élection. Cette fois-ci, il ne faudrait pas que ça se passe mal, quoi, entre guillemets. Après, on va bientôt être fixé. Après, le truc problématique aussi, c'est que on a un SP500 qui est malgré tout toujours relativement fort, puisqu'il n'est pas très loin de son ATH. Et j'ai la sensation que le marché crypto, par contre, lui, est extrêmement tendu quant à l'outcome du président US. Alors que pour le SP500, le Nasdaq et tout, ça pourrait faire un pchit. Alors que nous, comme on a déjà épuisé pas mal de cartouches en termes de narratif, et notamment ce fameux ETF qui l'a propulsé très haut, là, le président, si on a un président US pro-crypto, ça fait quand même une énorme différence, tu vois, par rapport au petit marché que reste aujourd'hui dans l'océan de la finance, la crypto. Et je pense que c'est ce qui, à court terme, est très bien retranscrit par la méga tension latente. Dès qu'il y a un petit sursaut de quoi que ce soit aux US, un chiffre, un machin, de suite, tu as le Bitcoin et le reste qui bougent dans des proportions assez folles, quoi. Donc, puis on dépend vraiment de la liquidité aussi, tu vois. On a pour l'instant une liquidité qui est pas présente, qui est pas hyper présente. Quand il y a de la liquidité, la crypto, elle monte. Ça, il n'y a pas de problème. On verra comment est-ce qu'ils vont la jouer. Et ça dépend de pas mal de choses, hein. Tu l'as dit, ça dépend des taux, mais ça dépend aussi de leur chiffre de chômage. Ça dépend de l'entrée en récession ou pas avec ce chômage, avec les chiffres de l'économie, etc. Ça dépend de l'imprimante magique, si jamais ils se remettent à imprimer un petit peu, ou au contraire, s'ils commencent à serrer la vis pour limiter les déficits, etc. Voilà, si comme Unleash King nous dit, le M2 repart à la hausse, ça va très bien se passer, entre guillemets, à court terme. À moyen terme, ça risque de très mal se passer, moyen-long terme, mais à court terme, ça risque de pas mal se passer. J'espère que dans le chat, ceux qui nous regardent, vous serez tous là pour coffrer ce qu'il faut coffrer, et puis après, on achètera des actions bon duel, hein, comme on disait. Ouais, en tout cas, ça va être intéressant à vivre comme période, et j'espère que ça sera une période plus positive que négative. Ceci étant dit, si c'était une période négative, ça voudrait dire qu'on aura des opportunités dans les 6 à 12 mois qui seront les opportunités pour les années d'après. On ne parle pas là de quelques mois ou quelques trimestres. On parle, si jamais il y avait une bonne grosse descente des familles, telle que l'historique le donne souvent, sur à peu près 12 mois de temps pour le marché US, ça donnera le futur point bas des US et des cryptos. Donc, bon, en soi, c'est pas non plus dramatique, mais c'est vrai que, comme on le disait d'ailleurs, je vois que Marc vient de rejoindre la dernière fois avec Marc, entre un scénario qu'on avait nommé Kamala Harris à 30-40 000 sur Bitcoin et un scénario qu'on a nommé Trump, pour leur donner un nom, bien entendu, on n'est pas là pour dire qu'un tel va faire tel truc, ou voilà, c'est pas pour faire de la politique, c'est pour donner un peu les deux antagonistes. Voilà, entre un BTC à 30-40 et les altes qui repartent dans le néant distordu abyssal sous-marin, et un Bitcoin à 70 000 de nouveau en cas d'élection, et qui se dirigerait doucement vers un nouvel ATH, c'est sûr qu'il y a un monde entre les deux, et qu'il y en a un qui est vraiment pas agréable à traverser, si je puis dire. Et salut Marc. Salut. Salut. Je suis arrivé un peu en retard, désolé, j'étais un petit peu pris en début de soirée, mais c'est avec grand plaisir que je vous rejoins sur cette fin de live. Ouais, ben, on a discuté un peu de, comme la dernière fois, du marché, de ce fameux pivot là de mercredi. Qu'est-ce que ça va donner? Quel taux? Quelle sauce quelle réaction? Moi, j'ai l'impression que
le monde veut voir comment va ma moustache. Attendez. Et, donc, la caméra. J'arrive, les amis, j'arrive. Ouais. Il va mettre sa lampe en mode, tu sais, comme dans un interrogatoire, là. Voilà, il faut que j'allume le ring light pour vous montrer sous tous les coutures. On a discuté, comment ça? On a discuté. Apparemment, il n'y a que toi qui as parlé, c'est ça qui dit. Ouais, j'ai fait, un petit monologue de 3 quarts d'heure, c'était pas mal. Ouais. Ah, okay, d'accord. C'est parce qu'on est tous arrivés à la bourre, Marc, t'inquiète. D'accord, bon. Donc, je disais, pardon, on dit des bêtises. D'un point de vue strictement de l'œil de la Fed, son boulot, c'est de maîtriser l'inflation. Or, si on regarde l'inflation, on l'a vécu, ça, les prix ne vont pas redescendre, les amis. Et ça, c'est très, très difficile. Et j'en discutais aujourd'hui avec un ami. Nos schémas mentaux de combien coûte, parce que je suis allé, c'est bête, hein, mais je suis allé à la boulangerie et ça coûtait 1,50 € à un croissant. Et 1,50 € un croissant, c'est violent, quoi. Enfin, par rapport à une autre époque. Sauf que maintenant, c'est devenu de plus en plus le prix normal, en fait. Et c'est pas non plus... il existe des endroits où ça coûte plus cher. Et les prix ne redescendront pas et il faut actualiser notre vision de combien coûtent les choses. Mais par contre, est-ce qu'ils vont continuer d'augmenter et est-ce qu'ils augmenteront à la vitesse qu'on a vécue depuis le Covid? La réponse est, je pense, non. Que c'est passé, que c'est derrière nous maintenant. Et donc, il n'y a plus de raison de mettre le mandat de la Fed, c'est inflation plus chômage. Est-ce que tu es sûr de ça, Nish King? Peut-être que j'ai mon biais européen, parce que la BCE ne s'occupe que de l'inflation. Peut-être que la Fed, qui est liée au gouvernement, s'occupe aussi du chômage. C'est une possibilité. Je laisse la porte ouverte là-dessus. Je ne suis pas sûr de moi à 100%. Toujours est-il que sur le boulot de l'inflation, le boulot a fait une partie de ses effets. Donc, il n'y a plus de raison de maintenir les taux aussi hauts. Après, rug pull, dans le sens où on va repasser à zéro tout de suite, très clairement, non. Ça aurait des conséquences désastreuses sur l'économie. Et donc, là, le seul débat qu'il y a entre les analyses, c'est à quelle vitesse ça va descendre. C'est ce qui est très très largement observé par les marchés aujourd'hui. Et une descente rapide, j'entendais dire que c'était pas si bon signe que ça, tu vois, qu'il fallait pas non plus que ça baisse trop rapidement. On a vu que la montée avait été hard et que ça s'était plutôt mal passé pour les banques et les petites banques surtout. Est-ce qu'une descente, parce que on a vu aujourd'hui, j'ai vu passer sur les réseaux rapidement des moins 0,5 demain, etc. Puis des comment ça s'appelle, des BlackRock qui disaient non, ce sera pas autant que les marchés le prédisent, etc. En termes de dose, à ton avis, qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je pense qu'y aller tranquillement, c'est bien. Hein. Franchement. On n'est pas pressé, les amis. On peut y aller doucement. On ne va pas se choquer et retourner complètement les marchés. Je ne vois pas l'intérêt de tout couper tout de suite. Pour l'instant, la vraie question, est-ce qui pose problème dans les taux d'intérêt aussi hauts, c'est est-ce que les gens arrivent à ouvrir des crédits? Or, on regarde, les gens continuent de prendre des crédits. Ça leur coûte une fortune. Ils n'ont pas les moyens de le faire, mais ils continuent de le faire. Quand tu regardes les chiffres, les banques ont fait leur meilleure année depuis très, très longtemps. Et là, en ce moment, les banquiers, ils roulent sur l'or. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il y a besoin de couper tout de suite, très, très vite? C'est pas forcément mon analyse, mais je suis pas expert là-dessus. N'hésitez pas, comme vous êtes plus nombreux sur YouTube aussi par rapport à Twitch. Alors, Twitch, vous êtes bien sûr bienvenus pour participer. Mais sur YouTube, si vous nous regardez en VOD, comme la plupart d'entre vous, finalement, statistiquement, vous êtes les bienvenus pour donner votre avis, parce que sur YouTube, vous avez un petit peu plus de temps et vous pouvez écrire des commentaires un peu plus longs, etc. Donc, vous êtes bienvenus. À mettre de l'eau au moulin, comme on dit. Dans le chat, on nous dit, est-ce que les gens remboursent les crédits? Non, les gens remboursent les crédits en moyenne. Hein. En tout cas, pour le moment, les crédits viennent de les prendre cette année. Donc, j'espère qu'au bout de 3 mois, ils ne sont plus déjà en train de galérer pour les rembourser, tu vois. Et qu'ils tiennent un crédit pour une boîte de 5, 7, 12 ans
ça devrait quand même tenir au moins la première année. Après, des crédits pour de l'immobilier sur 20, 25. Et après, tu dis qu'ils ont prêté. Ça se trouve, ils ont prêté des crédits immobiliers sur 30 ans, sur 40 ans. On a vu beaucoup d'allongement en fait, de la durée. Et, moi, dans la situation où je suis, l'immobilier baisse. Il continue de baisser et il n'y a rien qui se vend. Donc, je ne sais pas comment c'est, parce qu'on a une audience qui est très diverse géographiquement. Vous êtes un petit peu partout dans la francophonie, donc n'hésitez pas à nous partager comment ça se passe au niveau de l'immobilier, ces crédits très long terme autour de vous. Mais moi, très clairement, autour de moi, l'immobilier baisse. Genre littéralement, et c'est rare de voir l'immobilier baisse, parce que baisser, parce que généralement, soit ça stagne, soit ça monte. Mais Paris est toujours up. Je ne crois pas que ce soit vrai, le Centaurus. Je crois que Paris a perdu 10% peut-être pas sur l'année. Non, mais je crois que de toute façon que. Moi, j'ai vu les prix baisser à Paris. Donc, je ne suis pas sûr. Que ce soit l'immobilier ou même les boîtes, tu es obligé de baisser. Parce que quand tu fais. Moi, si je prends un business, en vrai, quand tu avais des taux d'intérêt qui étaient à 1%, 0,75% sur ton crédit, tu pouvais payer les business, par exemple, 100% du chiffre d'affaires, ou tu vois, 6-7 fois le BE tranquillement, parce que ça tenait. Si tu rajoutes en fait le coût de ton crédit avec les intérêts et que tu gardes les mêmes prix de vente, peut-être que tu as une augmentation des chiffres d'affaires, mais bon, en fait, tu payes les produits beaucoup plus cher, donc en fait, les marges n'augmentent pas. Et ça fait que, en fait, si tu payes pas ton business à la base quand tu l'achètes moins cher, au bout du compte, tu te retrouves à devoir gérer en fait les sorties autrement. Et dans un business, il n'y a pas 50 moyens en fait de diminuer les sorties. Tu vas jouer sur la masse salariale, tu vas jouer sur des choses comme ça. Et après, ça impacte ton service, etc., etc. Donc, c'est pas si simple. Et je pense que forcément, avec des taux élevés comme ils le sont, et j'allais dire aussi élevés, mais en vrai, ils sont pas si élevé que ça, on a déjà connu bien plus élevé dans l'histoire. Au bout du compte, on est obligé d'avoir des business qui soient vendus moins cher et donc de l'immobilier aussi moins cher. Après, à savoir, est-ce que les gens qui ont acheté déjà cher, qui va en fait perdre de l'argent dans l'histoire? C'est ça, toute la question, elle est là. Qui va lâcher en premier, tu vois? En fait, les promoteurs, il y a Dereki et plusieurs autres dans le chat qui disent le neuf, c'est une catastrophe. En fait, les promoteurs, ils vivent à crédit. Donc, ils ont construit les immeubles et il faut les vendre. Alors, avant, ils les vendaient sur plan, et même, ils les vendaient plusieurs fois sur plan. C'est-à-dire qu'il y avait des investisseurs qui achetaient sur les plans avant que l'immeuble soit construit, puis ils le revendaient à un autre investisseur, qui le revendait à un troisième, qui peut-être allait vivre dedans. Ça, c'est fini. Maintenant, ils construisent le truc, personne ne les a achetés sur plan et ils continuent de les vendre. Moi, je vois ça parce qu'autour de moi, ça se construit. Et maintenant, comme ils ne veulent pas baisser leur prix, avant, ils te vendaient la place de parking, ils te vendaient la cave, ils te vendaient des options, machin et tout. Maintenant, ils te donnent tout gratos. Et là, ils ont quand même baissé leur prix. Là, ça fait 6 mois qu'il y a des constructions qui ont été faites, qui ont été livrées et qui se vendent pas. Et je pense que le promoteur, il n'est pas loin de la faillite. Ça va. Il y en a plusieurs qui font faillite. Je crois que c'est un des premiers secteurs aujourd'hui qui part en faillite, en vrai. La colo BTP. Pas mal de agences immobilières. Ça se développe vraiment pas positivement sur ce secteur-là. Après, moi, j'ai toujours été ultra bearish immobilier, donc c'est un peu la réalisation. Et ça va peut-être vous choquer, mais du coup, je regarde pour acheter. Alors, je sais que ça fait 4 ans dans cette émission que je vous dis que c'est un Ponzi, que c'est de la merde, etc. Mais les prix, ils baissent réellement. Et en fait, j'ai ce privilège exceptionnel. Et ça je reconnais ma chance et c'est cool de pouvoir acheter sans forcément avoir à m'endetter pendant très longtemps ou m'endetter beaucoup. Et dans le marché actuel, ça veut dire que c'est moi qui ai les leviers de négociation. Et donc, je peux me permettre de faire des offres basses et de dire, voilà, est-ce que vous le voulez ou est-ce que vous ne le voulez pas, ou passer à autre chose, quoi. Et des moments comme ça dans le secteur immobilier, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que la dernière fois, c'était 2008. Voilà. Il y a des gens qui disent que tu viens de call le bottom. Je viens de call le bottom, c'est-à-dire le bottom du marché immobilier. C'est-à-dire que le bottom vient d'être fait avec ton annonce. C'est-à-dire, peut-être. C'est-à-dire que si tu rentres, c'est que... Ou alors le top.
Ou alors ça va encore baisser. Ça va Non, non, pas forcément. Le non. buy the dip Ouais. marche aussi dans l'immobilier. Moi, je l'ai Ouais, mais compris. je pense qu'il y a un vrai dip en ce moment. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était 2008, sauf qu'en 2008, j'avais 18 ans et j'avais pas les moyens. Là, j'en ai 34, j'ai les moyens. Donc, je sais pas, la prochaine occasion, j'en aurai peut-être 50 ou 55, ce sera pas la même vie. Donc, je suis en train de chercher objectivement en ce moment. C'est pour ça que je m'intéresse à la question. Il va faire péter le château après la moustache et tout, là. Il nous fait la totale. Le châtelain. Le châtelain, le bourgeois gentilhomme. Il y a Prout Farsi, quel magnifique nom, qui dit il vaut mieux emprunter pour acheter et placer l'argent pour dépenser. Mais certes, mais moi je suis chef d'entreprise, je suis pas sûr que j'ai accès au crédit. Je suis pas un peu sûr. le souci, tu vois. C'est-à-dire que au Bah final. toi, Manu, tu étais chef d'entreprise. Comment tu as réussi à emprunter? C'est normal, Alors, les moi, banques qui te laissent passer. moi, j'ai jamais été très immobilier, donc je suis pas du tout dans le game, entre guillemets. Ah, c'est vrai que tu n'es pas proprio, toi. Pardon. Non, moi, j'ai toujours investi plutôt dans des business et grossi, mais je suis parti de zéro, tu vois. Donc, c'est pas simple, entre guillemets, quand tu as très, très peu d'apport. Les pharma, ça coûtait extrêmement cher. Donc, moi, j'ai dû emprunter mon apport, tu vois, pour te dire dans le caca dans lequel j'étais. Donc, forcément, tu perds du temps. Après, on te prête, alors souvent dans mon business et dans les business en règle générale, on te prête sans aucun souci en règle générale pour acheter les murs de ton fonds. Parce que quand tu as ton business dedans, les banques sont pas très inquiètes parce qu'elles se disent, bon, tu vas payer un loyer, tu vas te payer à toi-même un loyer qui va rembourser le crédit. Et quand bien même ton business il foire, tu pourras toujours y mettre quelqu'un d'autre dedans qui paiera en fait le crédit à ta place. Donc ça, c'était plutôt bankable, sauf que c'était pas forcément toujours faisable parce que dans la pharma, ça restait justement des petites pépites et au bout du compte, les gars qui avaient les murs n'étaient pas forcément enclins toujours à les vendre ou les vendaient avec la pharma le cas échéant quand ils partaient, si ils en avaient envie, mais c'était aussi pas forcément le cas au moment. Et après, pour acheter en perso entre guillemets, oh bah ça dépend de tes revenus quoi. Franchement, si tu viens de commencer ton activité, la plupart du temps, tu vas te faire envoyer chier. Hein. Ils vont te dire revenez avec 2-3 bilans et puis après on discute. Montrez-nous que vous êtes capable de tenir 3 ans sur un business et de dégager du bénéfice et voilà quoi. C'est ce qu'ils disent dans le chat. Hein. Mais le chat est d'accord avec toi là-dessus. Hein. Ouais, ça c'est clair. Hein. Après, et c'est aussi pour ça que c'est pas non plus hyper simple parce que il faut en même temps coffrer, tu vois, de côté, en même temps rembourser. Donc il y a des choix à faire. Moi personnellement, je ne sais pas vous, mais pour moi, dans mon entourage, les seuls qui sont propriétaires sont ceux qui ont soit des très bons postes en CDI, mais sans être entrepreneur directement. Soit des gens qui ont déjà un capital, donc soit parce qu'ils ont acheté on va dire avant, mais c'est plutôt rare, soit parce qu'ils ont hérité d'un truc, un appart, ou on leur a mis entre guillemets le pied à l'étrier, ils ont touché, je sais pas moi, 100K, 150K, 200K, et ça leur a permis en fait de démarrer comme ça. Après, moi, personnellement, ce que je constate, c'est qu'on parle beaucoup de crédit et personnellement, je voudrais voir des crédits directement dans la finance décentralisée. Il y a déjà pas mal d'équipes qui sont en train de réfléchir au problème et t'as déjà plusieurs protocoles là-dessus comme Maple ou Clearpool. Et justement, c'est aussi. Après, ça reste aussi une grosse expérimentation pour le moment parce que comment tu fais pour emprunter de l'argent que tu n'as pas dans la blockchain? Pour l'instant, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est plus que compliqué, c'est même impossible dans le sens où sans surcollater. En fait, il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose qui est permissionless, c'est-à-dire que accessible à tout le monde et donc on n'a pas l'information, il n'y a pas de KYC, etc., tu ne peux pas faire un emprunt qui est sous-collatéralisé, puisque emprunter de l'argent que tu n'as pas, c'est un emprunt au final sous-collatéralisé. Parce que si tu n'as pas une identité et que tu ne sais pas qui je suis et que tu me files 1 million, moi je te le rends pas. Hein. Enfin, ouais, c'est la nature humaine. C'est tout le problème. Et le truc, c'est que toutes les expérimentations de sous-collatéralisation ont échoué on-chain
parce que le checking de la contrepartie n'a pas été bon. Aujourd'hui, on n'a pas fait de j'ai pas d'argent et j'ai pas de collatéral, j'ai rien, je te prête pas. Ce qu'on a expérimenté, c'est j'ai des actifs en dehors de la chaîne. Sauf que les expérimentations qui ont été faites, souvent c'était des emprunteurs un peu toxiques où les actifs, ils n'étaient pas hyper bien, quoi. Il y avait une entreprise de vélo au Kenya, je ne me souviens plus le nom de la boîte qui faisait ça, enfin, et des bagnoles collatéralisées, enfin des trucs pas impressionnants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la blockchain, sur ce secteur-là, sur cette verticale-là, n'est pas mature. Et du coup, qui sont les emprunteurs? C'est les gens qu'on a rejeté des banques normales, c'est les gens qu'on a rejeté des startups Web 2 qui font du lending. Et donc, quand ils arrivent à la blockchain, c'est que toutes les autres portes ont été fermées. Donc, tu ne te retrouves pas avec les candidats les plus sexy à emprunter. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand avenir sur ce segment-là. Je pense que ça va se développer avec de la collateralisation off-chain de type titres obligataires, avec des BlackRock, etc., qui vont collatéraliser off-chain des obligations pour se faire des lignes de crédit. C'est ce qu'a énormément développé ces 2 dernières années MakerDAO. Enfin, maintenant, il faut dire Sky. Donc, Sky, ils ont beaucoup développé ça avec un énorme pourcentage du USDS. Maintenant, il ne faut plus dire DAI, de l'USDS qui est off-chain. Et avec des gros acteurs comme Block Tower, etc. Il y a BlackRock qui rentre dans le game avec le Beedle stablecoin, où ils vont être un des collatérales du Go. Donc, on travaille avec BlackRock directement dessus. On va avoir ces expérimentations-là qui vont se mettre en place petit à petit. Et après, à force de gagner en maturité, on pourra ouvrir des crédits comme ça. Mais les crédits à la consommation, des petits montants avec des emprunteurs particuliers, ça, c'est vraiment le bout de la chaîne. Il faut d'abord débloquer les gros trucs avant de pouvoir arriver aux petits trucs. Voilà, ouais. Voilà. Non, mais oui. Ça, c'est vrai que ça va pas être simple. Et on parlait avec AV, on parlait de la credit delegation qui était quand même un truc assez sympa où en fait, la confiance, tu l'avais pas directement parce que tu étais broke, mais par contre, tu pouvais amener quelqu'un que tu connaissais et qui se portait grosso modo garant pour toi vis-à-vis de ce que tu empruntais. Et ce qui permettait au final à ce prêteur pour le coup d'être vraiment l'intermédiaire, j'ai envie de dire le courtier entre la liquidité qui était déposée sur AAV et l'emprunteur qui empruntait cette liquidité avec le collatéral de cet intermédiaire, grosso modo. Est-ce que ça c'est un truc qui s'est parlé ça s'est lancé dès le premier jour de la V3, c'est encore dans le code. Il n'y a aucun protocole sérieux qui a développé le truc. Parce qu'au début, tu sais, la philosophie d'AV, c'est qu'on met des outils à disposition et on dit montez votre startup dessus. Sauf que le problème, c'est que les gens, ils vont voir des VC, ils veulent vendre des tokens. Donc, faire une vraie startup et un vrai projet, c'est fatigant. Alors que vendre des tokens, c'est beaucoup plus simple. Surtout il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a 2 ans, c'était plus facile comme ça. Donc, on n'a pas eu beaucoup de traction sur la credit delegation, même si le code existe encore. Et nous, on a changé de stratégie, c'est-à-dire au lieu d'avoir les autres qui le font, on va le faire nous-mêmes. Et quand je dis nous, c'est la DAO. Et là, il y a des deals qui se mettent en place sur le Go. Donc, on a parlé de BlackRock, mais il y a des grosses DAO qui arrivent et qui vont avoir des lignes de crédit sur le Go qui seront directement mises à disposition par la VDAO. Et donc, il y a des propositions qui se mettent en place là-dessus. La première, ce sera avec Gnosis. C'est pas encore voté par la DAO, mais c'est le truc sur lequel je bosse en ce moment et qui devrait sortir dans les prochains jours. Et on va essayer de développer les choses comme ça progressivement. Donc, on a retiré les intermédiaires. La réponse, c'est que encore aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. Personne ne l'a fait. Bon, on va le faire nous-mêmes. Il y a la question, j'ai vu, le mérite sur Arbitrum est toujours d'actualité. Mon coco, ça a commencé il y a plus de 2 semaines. Quand tu déposes du Go sur Arbitrum, tu touches, je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir. Mais le rendement, il n'est pas dégueu dans mes souvenirs. Alors, il est moins bien maintenant parce que les gens, ils ont profité de l'opportunité. Mais encore, tu touches 3,7% plus 9,5%. Donc, tu te fais un petit 14%
voilà, un peu plus de 14% sur l'affaire. Donc oui, il a commencé et il se distribue encore quelques semaines. J'ai plus la date j'ai plus la date exactement en tête, mais pour participer, il faut déposer du go sur AV Arbitrum. Voilà, c'est tout. Tu nous montres ce super chart CM là, c'est la dernière chance. En gros, si on casse. Le chart qui rend dépressif. Bah, dépressif ou voilà, c'est le cap and handle. C'est la rue ou la lambeau, comme ils disent sur Twitter. Bah, en vrai, c'est exactement ça. Si ça casse à la baisse, Ethereum, le ratio Ethereum-Bitcoin n'a jamais été aussi bas. Je crois qu'on a battu le record de la baisse en 2021. Non, depuis 2021. Ah, ça a été descendu aussi bas. Attends, aussi bas c'est venu chercher en dessous de 0.04 là, ouais. Putain, ah bah il y a encore de la place en bas. Hein. On peut descendre, on peut faire moins 50 hein, par rapport au Bitcoin encore. Hein. Ça, je pense que ça fera écrire hein, si on y arrive. Mais ouais, là on est très 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 bas et il n'y a aucun pas espoir. Les liquidations. S'il y a un moins 50, sortez les parapluies là. Bah là, il y a un énorme holder d'Ethereum qui faisait un short Bitcoin avec ses Ethers, ça se passe mal pour lui. Hein. Il est sur AV, je le vois passer. Bah, s'il se fait liquider, il se ferait liquider, hein, mais c'est un peu... voilà, hein. C'est comme ça. Mais ouais, aujourd'hui, il y a une grosse capitulation sur Ethereum en tant qu'actif. Ça fait rêver personne et personne n'en achète et du coup, bah, ça descend. Hein. Si tu veux qu'on me dise. Et ça rejoint pas mal ce que disait, je crois que c'était BlackRock, c'était la vice-présidente ou la personne, c'était une femme qui s'était occupée des ETF. Et elle disait que, d'ailleurs j'ai un doute maintenant de si c'était chez BlackRock ou chez un autre, bon bref. Et il disait que autant Bitcoin, ils étaient arrivés pour le pitcher en mode l'or numérique, salut les boomers, tout le monde, voilà. Ça, et eux, tu leur dis l'or machin, c'est bon, on achète. Ça achète, ouais. Autant Ether, ils ont dit on a du mal à le pitcher et c'est pour ça notamment qu'il n'y a pas d'ETF Solana en prévision tant qu'il n'y aura pas une demande sur ETF Ether. Et c'est vrai que si eux n'arrivent pas à le pitcher, c'est difficile, quoi. Ether, c'est du pétrole, c'est pas compliqué. Ouais, mais... Ils creusent, regarde, on va bientôt tomber sur le pétrole. Regarde, le prix du pétrole, ça se palie plus. Il est là. Bon, écoute. Qu'est-ce qu'on a comme question? Attends, j'avais repéré un truc. USDS phase 1, ben, c'est de ma faute, c'est moi qui ai annulé ce matin. Parce que, alors... En même temps, c'est plutôt une bonne chose. Alors, c'est une mauvaise chose. Hein. En gros, c'est moi qui ai merdé. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais pourquoi c'est une bonne chose? C'est parce que ça me permet de vous expliquer un peu comment ça marche les AIP en interne, en coulisses, sur AV. C'est-à-dire que généralement, c'est moi ou Alice, qui est la lead AIP développeuse chez AV, qui écrit le code. Après, on fait une review en interne. Ensuite, on l'envoie à BGD Labs, qui est une autre entreprise qui va faire ce qu'on appelle une review de code. Il y a des reviews. Et après, c'est publié. Et là, tu as une troisième entreprise qui s'appelle Certora et qui, eux, font des audits et qui vérifient encore ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une erreur qui était compliquée à repérer parce que le token n'est pas liquide encore. Il sera liquide à partir du 18, dans 2 jours, si je dis, ou du 19. Bon. Bref. Et donc, on n'a pas détecté ça sur les tests normaux. Et Certora, donc la troisième review quand même, a détecté l'erreur et du coup, on a pu annuler les choses. Et ça, c'est un rappel, c'est que les erreurs sont humaines, les erreurs vont être faites. Et tous les gens qui vous disent mon protocole, il est immuable et on ne peut pas changer le code une fois qu'on a publié, ces gens sont inconscients. Pour moi qui ai écrit des centaines et des centaines maintenant, hein, je pense que je suis à plus de 300 AIP pour modifier le protocole. Les erreurs, j'en fais hein, et j'en ferai. Et je pense qu'il faut un ego surdimensionné et un manque de modestie absolue pour se dire non, moi, mon code, il sera parfait, il sera toujours parfait et il sera parfait pour toujours. Je pense que c'est débile et mettez pas votre argent dans les gens qui disent ça. C'est bon, mieux... on a retrouvé le ETH flipping graphique inversé, c'est impeccable. Ah bah voilà, là on est bien. Là tu vois, c'est bullish là. Ultra bullish. Et mine de rien, c'est un exercice qu'on fait que trop peu souvent d'inverser les charts, mais c'est plutôt parlant. Hein.
Ouais, c'est plutôt flippant. Ouais. Bah En là, plus, là t'es j'ai en envie d'acheter. mensuel. Un chart comme ça, j'ai envie d'acheter. Donc, qu'est-ce que Ouais, ça t'as veut envie dire? d'acheter, ouais, sauf qu'il est à l'envers. Ah bah, il suffit de trouver un petit dérivé qui fait l'inverse de l'Ether, et puis on va se mettre bien après. Il y a Sam Logan qu'il ne faut pas croire Satoshi. Non, le Bitcoin a évolué. Hein. Le code de Satoshi, il y avait un énorme bug dedans. Hein. En 2011, l'inflation de Bitcoin, on a eu des trilliards de Bitcoin. Donc, c'est un très bon exemple. Même Satoshi s'est trompé. Tu vois, si Satoshi se trompe et que Bitcoin a dû évoluer, il y a des gars dans la crypto qui se croient plus intelligents que Satoshi. Ah ouais, ok. Merci, au revoir. Ouais, après, tout dépend de la difficulté aussi, de la complexité aussi de ton code, hein, dans l'absolu. Hein. Ouais, Il y a des choses peut-être qui ne Mm. sont pas complexes, des actions atomiques, machin, peut-être que tu n'as pas besoin. Après, c'est toujours, tu sais, c'est comme les Lego, c'est toujours l'empilement de blocs, de contrats, etc., qui fait que même aujourd'hui, tu vois, dans les hacks, c'est assez rare que maintenant ce soit un seul hack d'une fonction, tu vois. C'est plutôt une manipulation de plusieurs fonctions, de Ouais, mais plusieurs pour arriver tu dans vois, un truc particulier. il y a Jeff Prod qui dit, ça c'est un très bon exemple, l'erreur est humaine, on attend zk-sync sur AV. Donc là, on relance zk-sync. Zk-sync, là, toutes les reviews et même l'audit sont passés sur le lancement zk-sync AV et tout était bon. Et encore aujourd'hui, moi je vous dis, il n'y a pas de souci sur ce code-là. On a dû annuler le test et couper ce marché et le relancer. Donc, on a dû refaire. Pourquoi? Parce que le compiler avait un bug. C'est ce qui est arrivé à Curve. C'est ce qui est arrivé aussi, je crois, je me souviens plus. Il y a un autre protocole qui s'est fait avoir comme ça. Quand c'est le compiler, c'est le code en lui-même qui bug. C'est-à-dire que ton smart contract, il est parfait et tu vas quand même avoir un problème. Tu fais comment si c'est immuable? Tu fais comment si tu peux pas poser le marché, dire attendez les gars, il faut modifier ce paramètre, il faut relancer un truc. Tu fais comment? La réponse, c'est tu fais un tweet et tu dis les gars, mettez pas votre argent dessus parce que vous allez tout perdre. C'est irresponsable. Je sais qu'il y a différentes visions du monde, mais c'est irresponsable. Bah après, je tiens quand même à apporter une nuance sur les protocoles immuables, c'est que je pense que plus le protocole est simple à faire, plus c'est facile de tenter un truc immuable. Par exemple, tu regardes Uniswap, même Uniswap V3 qui est sorti en 2021, il est immuable et ça fonctionne toujours. Donc, en fait, ouais, si tu veux, si tu veux. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que la finance décentralisée, c'est quand même très jeune et que faire des contrats immuables quand c'est pas encore mature, bah ouais, je suis d'accord, c'est irresponsable. Mais il y a quand même des itérations comme Uniswap qui ont fonctionné. Et en fait, Uniswap, ouais, c'est des sinon, swaps. Tu ne gardes pas tes thunes dans Uniswap. Ouais, non, mais Tu fais un approve du montant que tu as envie de swapper et une fois que tu as fait ton swap, c'est ciao, bye bye. Moi, j'ai une position en AV que j'ai ouvert en 2022. Et mon pote, je vais probablement la garder encore des années. Donc, qu'est-ce que tu racontes? bah, C'est ton c'est exposition sur Uniswap, c'est un bloc. ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand C'est je te pas, parlais- pas comparable. justement, si l'exposition est juste un bloc, bah c'est pas des, enfin, si tu veux, ça reste simple à concevoir. Tu vois, après sur AV, tu restes exposé en continu, donc oui, c'est normal enfin, ouais, je suis d'accord avec toi. Vu que t'es exposé à AV en continu, c'est irresponsable d'être immuable. Mais Le truc, c'est que quand tu regardes, Uniswap, c'est la seule exception. Parce que quand tu regardes tous les autres protocoles, ça ne marche pas. Les gens n'ont pas confiance. Et heureusement qu'ils n'ont pas confiance. Tu regardes tous les protocoles qui se sont lancés full immuables, ils ont dû lancer soit ils ont dû lancer d'autres versions, soit ça n'a pas pris quoi. La TVL, elle est allée à zéro au fur et à mesure. C'est monté peut-être à un moment et puis c'est redescendu. Liquidity, c'est un bon exemple. Pour moi, Liquidity, ils se sont fait immuables et ça a été une erreur parce qu'ils n'ont pas du tout su anticiper les liquid staking tokens et encore moins le liquid restaking token. Il y a combien de LUSD en circulation aujourd'hui? Tu veux que j'aille regarder sur CoinGecko? ouais, doit y en avoir ça 50 millions, 60 millions. Mais il y avait plus d'1 milliard au top. C'est Mhm. juste que pourquoi j'irais me faire chier à bloquer de l'Ether alors que je peux avoir du STETH ou du WETH ou faire d'autres choses. Leur système de OK, c'est immuable, on ne peut pas changer les taux d'intérêt. Du coup, il faut 600% de collatéralisation.
Bah non, mon Bah pote, moi, ça à un m'intéresse pas, moment, quoi. ça coûtait cher, hein. Et on Bah avait ouais. ce problème-là, tu vois, on a eu ce problème-là. Bon, et l'equity, effectivement, en plus, c'était dur parce que tu te faisais liquider alors que tu avais 400% de Bah collatéral, donc ouais. c'était déjà dur. On avait un peu le même problème aussi quand on voulait aller sur synthétique, c'est qu'on avait au début 700% de collatéral, tu vois, pour être sûr que le SUSD, il était bien backé, qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils avaient descendu. Alors, je sais pas si on est à 400% aujourd'hui ou quelque chose comme ça, j'ai pas été regardé depuis longtemps. Ouais, la dernière Mais fois que j'ai regardé, c'était au moins ça, ouais. Après, je sais pas. donc forcément, et ça, on en revient toujours au trilemme, au fameux trilemme du stablecoin d'une certaine façon. Tu perds en capital efficiency, tu vois, l'efficacité de ton capital dans ce genre de protocole, elle est forcément diminuée. Et après, bah, l'immutabilité, pourquoi pas sur, je te dis, sur des actions atomiques, sur des choses comme ça qui sont très simples, des add-on B, Ouais, voilà. machin, mais Et dès que pas tu pour détenir des milliards, choses mec. composées, en vrai, tu dois je pense que tu dois effectivement d'être réactif. En tout cas, pour l'instant, on a montré qu'on était en tout cas pas assez mature pour dire qu'on avait la solution ultime et finale à ce problème-là. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas la solution appropriée et définitive Pour moi, pour c'est un gérer. problème d'hubris. C'est vraiment de l'ego pur. Moi, je sais que je fais des erreurs. Et j'en ai fait tellement des contrats. J'en ai fait des smart contracts dans ma vie. J'en ai fait des centaines sur AV. C'est à chaque fois qu'on fait une modification sur le putain de protocole, c'est un smart contract. J'en ai fait des centaines. Et je te dis, je fais des erreurs. Je fais des erreurs souvent, mais c'est normal. C'est pour ça qu'il y a une review dans mon entreprise, une deuxième, puis qu'il y a une deuxième entreprise qui re-regarde, qui re-regarde, et après, il y en a une troisième différente qui va venir auditer ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que vous n'avez pas perdu vos sous pour l'instant sur AV. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Mais c'est parce qu'on sait qu'on est faillible. Et du coup, on se base là-dessus et on dit, OK, on est faillible. Comment on fait pour réduire les erreurs? Et comment on fait? On rajoute des paires d'yeux et on rajoute la possibilité de, si on trouve un problème qui n'a pas été repéré avant, on règle le problème. Il y a des gens sur Terre qui vous disent, nous, on fait des voitures sans frein, sans ceinture et sans airbag, mais comme elles sont très simples, elles sont très safe. C'est débile. Mettez pas votre argent dans les gens qui vous disent ça, quoi. C'était le sujet. Mais qu'est-ce que tu nous montres? Je ressors le sujet. Parlons de la mort d'Ethereum. Ouais, bah non, pas plus par rapport à Ether. Enfin, que dire de plus? On attend, on subit, et puis voilà. Il y a les sondages, là, les derniers sondages sur Twitter montraient que pour une majorité de gens, il y a assez peu de portefeuilles fortement constitués en Bitcoin, donc ça subit du côté des alts. Et j'espère pour tout le monde voilà, que ça se passera bien dans les 6 prochains mois. Parce que si c'était un scénario plus en mode récession qui venait à arriver pour les États-Unis, comme on disait tout à l'heure avec Manu ou moi en intro, un Bitcoin à 30-40 000, ça fait pas rêver, vu d'ici. Et surtout pour les alts. Ils vont galérer aussi. Parce Donc, que nous, on ne sera pas contents, mais les mineurs, est-ce qu'ils vont réussir à tenir des infras et tout encore? Bon, on en parlait la semaine dernière, mais avec un Bitcoin à 30 000, ça commence à piquer sévère pour faire tourner les machines. D'ailleurs, je regarde le hash rate là et comparé, tu vois, la semaine dernière, on était all-time high. Et donc là, on est quand même redescendu au niveau de août. Alors attention, sur Bitcoin, a justement de la difficulté toutes les 2 semaines. Donc il faut l'analyser un petit peu sur du temps plus long. Ouais. Faut pas dire La difficulté vient d'augmenter. La difficulté vient d'augmenter. Il faut leur laisser le temps, mais comme on l'a dit la semaine dernière, le mining est subventionné par des VC et des investisseurs. Donc pour l'instant, ils peuvent travailler avec perte. Combien de temps ils peuvent tenir? Généralement, ils lèvent pour 1 an ou 2 ans d'opération. Ils peuvent tenir. Ils peuvent tenir 6 mois à 40 ou à 30 000. Mais à un moment ou un autre, les plus faibles vont commencer à capituler et ça va se réorganiser. Il faut regarder la difficulté. Les sons de cloche que j'ai quand j'en parle avec des gens qui ont des boîtes et tout en crypto ou des trucs comme ça, ou même c'était Asher qui disait ça dans son dernier live, apparemment ça commence déjà à pas mal tirer la langue pour certaines sociétés crypto et même des biens implantés. Et il disait que grosso merdo, 6 mois de plus en mode comme c'est là ou saignement lent,
il y en a plein qui vont commencer à vraiment, vraiment tirer la langue. Donc, quand je vois aussi que tous ceux qui ont reporté leur lancement de tokens, des projets qui sont prêts depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, depuis le bear ou quoi, et qui ont hésité à le sortir au printemps dernier, là, quand tout montait, et qui maintenant, ils sont tous persuadés que ça y est, l'automne va être porteur, et il y a beaucoup de TGE qui vont se faire là, autour de octobre. Je peux vous garantir que si le marché ne nous donne pas de l'air en octobre, ça va être la descente aux enfers, pas que pour le cours, parce que le cours, il peut très bien finir que à 50 000, ou voilà, on peut revisiter les points bas de août sans forcément descendre à la cave. Mais pour bon nombre de sociétés ou de projets qui souhaitent se lancer à ce moment précis, ça va être compliqué. Et pour répondre à Unleash King, oui, c'est la version payante max de TradingView. Au début, quand je crois que Vincent Gagne, il y travaillait il y a 4-5 ans, j'avais une version light améliorée que j'avais eu gratuite, entre guillemets, comme au quotidien, vous voyez mon TradingView. Et il y a 1 ou 2 ans, ça a changé de management et ils m'ont dit si tu mets pas notre lien référal sous toutes tes vidéos, on te coupe ton petit truc payant. J'ai dit ok, niquez-vous bien. Ouais, Et j'ai payé, merci, au revoir. J'ai pris moi-même avec mes sous la version max payante discount là c'est autour du Black Friday. Ouais, c'était moins 70%. Allez, et c'est parti. Ouais. Ça, clairement, ça fait partie des trucs que je vous conseille. Moi, j'utilise plus TradingView parce que vraiment le trading, j'ai arrêté il y a un moment. Mais Black Friday, chaque année, ils sortent le même moins 70. Je me demande qui paye plein pot, quoi. Soyez patient, attendez, et puis chopez les abonnements. La plupart des abonnements, chopez-le à ce moment-là de l'année. Cyber Monday aussi, en Europe, on l'a. Je ne sais pas si ça existe aux États-Unis, Cyber Monday. Mais en tout cas, nous, on l'a, donc profitez-en, si ça existe, pour les abonnements. D'ailleurs, ça fait partie des trucs, au final, que aussi les gens ne voient pas quand on leur partage des trucs et tout, mais c'est vrai que des fois, on souscrit à des trucs pour notre pro, pour notre perso, etc., qui peuvent nous servir pour des lives, pour YouTube, ou pour justement les fameux contenus futurs à venir. Et c'est des trucs, justement, que vous n'avez pas, vous, à débourser de votre côté, et dont on vous fait profiter de bon cœur. Voilà, quand on a des infos, on n'est pas là pour les garder pour nous ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça peut représenter... je crois que c'était Crypto Future à l'époque, il payait 2-3 abos mensuels pendant le bull run. Il en avait pour 10 000 balles par mois ou je sais pas quoi. Enfin, il avait pris toute la panoplie et franchement, respect. Il essayait d'en faire profiter un max de monde. Il s'était lâché. Avec quel argent? Mais tant mieux, attends, au bull run, il y avait tout le monde qui était bien au bull run. Faut pas déconner. Ouais, bref. Je n'ai pas déménagé au Mexique et encore moins en Colombie, les amis. Mais peut-être que je me reconvertis pour une autre carrière. Si la crypto marche pas, je me lancerai dans le narcotrafic, après tout. On va faire des petits épisodes, après on va se reconvertir en mode El Traficante. El Traficante. Bon, ça fait 1h45, on est déjà pas mal, je pense qu'on a répondu à quelques questions en cours de route. C'est vrai que j'ai fait un monologue pendant 3/4 d'heure au début, mais je pense que ça retranscrivait pas trop mal tout ce qu'on traverse actuellement. Avec Manu qui est resté dans la file d'attente pendant 1/2 heure. Moi, en tant que pharmacien, si j'arrive sur le live et que je te vois parler avec quelqu'un alors que tu es tout seul, tout de suite, je me pose des questions. Je te dis, viens dans la salle de consultation. Là, on va prendre des piles. Ouais. En tout cas, voilà, si ça se passe bien pour nous, on ira vers l'ATH dans les 6 prochains mois, à voir ce qu'on en fait par la suite. Est-ce qu'on est rejeté de nouveau ou est-ce qu'on va en direction de au-delà des 75 000? Si ça se passe pas bien pour nos fesses, 30-40 000, en espérant plutôt 40 que 30. Le moins bas sera le mieux, entre guillemets, pour les alts. Et ce qu'il voudrait dire que les États-Unis ont vraiment pris un bon pet et on aurait au cours de 2025 le point bas pour les cryptos et pour le marché US pour 2026 et plus. Donc en soi,
ça serait un passage douloureux, mais qui nous donnerait le vrai bottom multi-marché et multigénérationnel, je ne sais pas, mais probablement pour les prochaines années. Donc en soi, c'est peut-être un mal pour un bien si jamais c'est ce scénario-là qui venait à se réaliser. Ouais, vite Il y a, fixé. il y a X Daniel qui te dit qu'il ne devrait pas y avoir une annonce Trump AV aujourd'hui. Il parle en espagnol, mais c'est bon. C'est plus tard. C'est l'heure américaine. Donc c'est cette nuit pour vous. Donc, normalement, ce sera annoncé à World Liberty Financials. Ce sera annoncé à Mars El Lago en Floride un petit peu plus tard aujourd'hui. Et pour répondre à Cryptaddict, on pourra clôturer là-dessus. Point bas 2025 pour 2026, ça serait contre la cyclicité. Ben oui, tout à fait. Et c'est un sujet qu'on a abordé aussi à maintes reprises, que tôt ou tard, le marché crypto, il va peut-être pas respecter le cycle des 4 ans. Perso, si ça arrive encore au moins cette fois, je pense que ça sera miraculeux, tu vois. C'est un truc auquel je me prépare justement depuis la dernière fois quand tout le monde disait le super cycle, blablabla, etc. Et là, d'avoir vu à quel point ça a été drivé par l'ETF et ça a été un catalyseur extrêmement fort sur Bitcoin, je pense que si ça arrive encore sur ce cycle, ça sera in extremis, le cycle parfait des 4 ans. Mais je pense qu'entre celui-là et celui d'après, il y a un truc qui change et un truc qui saute. Et il y a déjà un premier truc qui a sauté, c'est le fait qu'on est passé sous l'ancienne ATH des 20 000. Ça n'était jamais arrivé avant. Et pareil, on a franchi, bon, ajusté à l'inflation, non, mais on a franchi l'ATH avant le halving. Ça n'était pas arrivé. Donc, on a déjà 2 points qui ne collent pas au cycle précédent. Donc, à voir jusqu'où ça peut dérouler jusqu'à ce qu'on arrive à un cycle complètement différent, quoi. Ouais. Tout à fait d'accord. Sur ces belles paroles, merci à tous d'avoir été là. Stengarl, c'était un plaisir. Tu peux revenir quand tu veux. Marc, Manu, Plaisir partagé. les fidèles habitués depuis toujours. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Le replay est activé sur Twitch immédiatement. Et demain, autour de 8h, 9h sur YouTube. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.